s'agrandissent au fur et à mesure du temps. Donc, ces sociétés familiales où la main-d'œuvre est constituée principalement par ceux qui détiennent les droits d'usage de la terre, qu'ils soient propriétaires ou fermiers, ou les deux en même temps, ces unités familiales s'agrandissent et au fur et à mesure du temps, les capitaux d'une unité familiale, elles passent à des structures sociétaires et progressivement, les capitaux qui appartenaient à la famille et à des membres qui travaillaient sur l'exploitation appartiennent à des membres de la famille qui ne travaillent plus sur l'exploitation ou qui travaillent de moins en moins sur l'exploitation. Et au bout d'un moment, ces exploitations peuvent être prises par d'autres structures sociétaires. C'est d'ailleurs le cas notamment dans le secteur viticole en France. Alors, il y a un autre point qui est important pour l'émergence de cette agriculture capitaliste, c'est qu'au niveau, il fallait des conditions techniques pour qu'elle puisse croître, et c'est arrivé avec la simplification des processus de production à grande échelle, avec la constitution de parcelles de plusieurs centaines d'hectares, notamment en grande culture, ce qui est totalement incompatible avec une forte biodiversité, puisque l'optimum de biodiversité se trouve avec des parcelles de moins de 10 hectares. Donc, on a également une importante mécanisation, une substitution du travail par les machines, une automatisation, une robotisation, et puis des kits de production, des semences associées à des intrants spécifiques, des races sélectionnées sur des critères précis, donc une certaine industrialisation de la production agricole. Et c'est grâce à ces avancées techniques, ou à cause de ces avancées techniques, comme on peut voir, qu'on a eu l'émergence de ces sociétés capitalistes, donc à actionnaires et à salariés en Europe. Un point qui est important, comme ces actionnaires recherchent le profit maximum, eh bien, ils préfèrent louer des terres que d'acheter des terres. Et donc, la plupart, ils préfèrent que les sociétés d'exploitation rémunèrent les bailleurs, les propriétaires de terres à hauteur de 1 à 3% du capital foncier que d'acheter la terre. Et donc, c'est pour ça que les sociétés et les grandes entreprises agricoles actionnaires ont prospéré en Ukraine, où il n'est pas possible d'acheter de la terre. Et c'est pour la même raison que l'on a des grandes sociétés d'exploitation agricole sociétaires en Afrique qui recherchent des concessions à 1 euro l'hectare. Donc, il faut bien distinguer la propriété foncière de la propriété de l'exploitation de l'entreprise de production agricole. Ça, c'est un point important. Autre chose que l'on peut voir à travers l'Europe, c'est l'organisation de ces sociétés capitalistes à actionnaires et à salariés en holding. Et je ne citerai qu'un cas, l'exemple de Spearhead International, qui est un groupe basé au Royaume-Uni, qui utilise 90 000 hectares de terres agricoles à travers l'Europe. On a une société mère en Grande-Bretagne, qui est avec des filiales dans 5 pays, une au Royaume-Uni, une autre en Pologne, une autre en Tchéquie, Slovaquie et Roumanie, et chaque filiale nationale détient plusieurs sociétés de production. Et on peut dire qu'aujourd'hui, l'Europe qui soutient les unités primaires de base de ces holdings ne connaît pas ces sociétés de production. Alors, ce qui est important de voir, c'est vraiment les logiques très distinctes entre l'objectif économique financier des actionnaires de ces grandes unités de production et la logique économique des exploitations familiales. Dans les unités de production familiale, de production paysanne, ceux qui détiennent les droits d'usage de la terre, qu'ils soient propriétaires ou fermiers, comme j'ai dit tout à l'heure, assurent
la majorité du travail agricole. Donc, leur intérêt, c'est de rémunérer au mieux leur travail et donc de maximiser la valeur ajoutée sur les hectares qu'ils détiennent. Et ça permet, ils ont d'avoir une production, une valeur ajoutée importante. Ils ont aussi, dans le même temps, intérêt à mettre en œuvre des pratiques agroécologiques pour préserver l'environnement et pour permettre la transmission de l'unité de production dans de bonnes conditions pour les générations futures. Donc, les conséquences du développement de ces grandes unités de production, c'est qu'on arrive à une diminution de la richesse créée dans les territoires ruraux, à une diminution de la main-d'œuvre et d'où une perte d'attractivité du milieu rural. Nous avons fait plusieurs études, que ce soit en France, en Europe ou dans d'autres pays, où on voit que la valeur ajoutée par hectare est moindre dans les grandes exploitations capitalistes que dans les exploitations familiales. Ça, c'est un point important. Et puis, on a bien évidemment un éloignement entre les lieux de décision et les lieux de production. Et donc, globalement, avec moins de valeur ajoutée à l'hectare et moins d'emplois, eh bien, on a une paupérisation et même une désertification humaine des zones rurales. Ce qui est important de voir aussi, c'est de s'apercevoir que ces grandes sociétés de production agricole se constituent par les marchés fonciers. Il faut qu'ils accèdent aux marchés fonciers, c'est-à-dire bien sûr au marché des terres agricoles, mais également au marché des locations et maintenant au marché des parts sociales de sociétés de production agricole. C'est-à-dire qu'une société de production capitaliste va rechercher à s'agrandir en achetant des terres, mais surtout en louant des terres ou en reprenant des parts de société, en prenant des participations dans d'autres sociétés de production agricole. Et bien sûr, ces marchés de terres, des marchés des locations, des marchés des actions sont ouverts à tout le monde, que ce soit aux grandes entreprises ou que ce soit aux entreprises, aux exploitations familiales, aux exploitations paysannes. Mais à ce jeu-là, c'est bien sûr comme les entreprises, les grandes entreprises capitalistes qui gagnent. Donc, ça veut dire que avec des marchés fonciers non régulés, eh bien, les grandes entreprises prennent les meilleures terres. C'est pour ça qu'elles occupent les terres les plus planes, les plus facilement mécanisables, là où il y a un accès à l'eau intéressant, facile, et elles excluent l'agriculture familiale de ces grandes zones intéressantes pour l'agriculture, et les exploitations familiales, les exploitations paysannes se retrouvent exclues sur les terres les plus difficiles, les marginales, disons. Et donc, on a bien une concurrence aujourd'hui entre les grandes exploitations capitalistes et l'agriculture familiale, alors que sur le papier, dans les discours politiques, on a des discours politiques qui disent favoriser, soutenir l'agriculture familiale, l'agriculture paysanne à travers l'Europe. Dans les faits, ce n'est pas exactement ça qui se passe, et c'est pour ça que à la fin de ce séminaire, je parlerai de la régulation des marchés fonciers. Merci de votre attention. Thank you very much, Robert, for laying this out really so clearly for us. We can really see how detrimental it is that land is treated as a commodity from which capital gains can be derived without really giving any regard. Merci beaucoup, Robert, de nous avoir expliqué. De nous avoir expliqué comment cela fonctionnait. Ceci m'amène à ma prochaine question, la question que j'aimerais poser à Philippe. Philippe,
Alors que l'on parle de la financiarisation des ventes foncières, peut-on parler de droits de l'homme? Et dans votre réponse, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la manière dont la déclaration de l'ONU peut être utilisée dans ces domaines? Aussi, pourrions-nous nous efforcer de nous exprimer le plus lentement et clairement possible pour faciliter le travail des interprètes? Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci aux organisateurs de nous avoir invités. Alors, certains d'entre vous êtes peut-être surpris car c'était ma collègue Sophia qui devait s'exprimer à ma place. Elle n'a pu être présente et donc je vais faire de mon mieux pour la remplacer. Je vais m'exprimer donc sur les questions que vous nous posez, à savoir pourquoi est-ce que la question de la financiarisation des terres, des ventes foncières est une question de droits de l'homme? Eh bien, tout d'abord, je signalerai les conséquences qu'ont ces financiarisations. Robert a déjà évoqué cela, à savoir que une conséquence directe est que les prix du foncier augmentent, tout simplement. En fait, les prix augmentent pour les petits exploitants, mais aussi pour les familles qui vivent dans des agglomérations. C'est aussi difficile pour les nouveaux agriculteurs qui souhaitent commencer une activité agricole, qui ne peuvent pas s'installer. Et donc, une exploitation agricole qui ne peut plus se permettre d'occuper les terres dont elle a besoin, cela a des conséquences sur tout. Il faut aussi souligner que dans le contexte européen, on a tendance à être perçu comme étant privilégié, comme quoi il n'y aurait pas de problème foncier. Mais pourtant, comme Robert l'a dit, il y a encore de nombreuses fermes familiales en Europe qui dépendent de l'agriculture pour leur subsistance. Alors, pourquoi est-ce que les prix augmentent? Eh bien, c'est comme ce que disait Robert, à savoir que la terre est devenue un produit intéressant pour toutes sortes d'investisseurs et d'acteurs économiques. Des entités qui ne sont pas nécessairement intéressées par la production, mais qui souhaitent générer un retour sur investissement. Et donc la terre n'est pas tant un produit en fait qu'un atout, qu'un patrimoine, un bien. Et donc tout cela change la donne pour tous ceux qui dépendent de l'agriculture pour subvenir à leurs besoins. Ce type d'investissement capitaliste dans le foncier et aussi dans l'immobilier, parce qu'on parle d'agriculture, mais gardons à l'esprit qu'il y a des dynamiques semblables pour l'immobilier. Ces investissements déconnectent donc la terre de ses fonctions sociales et écologiques. En fait, la terre est là pour un moyen de subsistance, pour des écosystèmes, et pour que la vie et une vie digne soient possibles. Alors, au lieu de cela, la terre devient un instrument, un outil, un bien qui est utilisé pour en tirer un maximum de richesse. Et ce, au profit de personnes qui ne résident pas sur cette même terre, des personnes qui sont souvent très loin. C'est le cas des holdings dont parlait Robert, ou des grandes exploitations agricoles. Et
souvent, ce sont des acteurs économiques complètement dissociés du lieu qu'ils ont pourtant acheté. Si la terre est donc traitée comme euh, un bien financier, cela sape la fonction de la terre qui est de subvenir aux besoins de l'humanité. Et ceci sape aussi le droit à l'humanité, sape les droits de l'homme. Et cela est signalé donc dans la Déclaration des droits des paysans, et j'y reviendrai. En tout cas, il convient vraiment de souligner que ces prix en augmentation ne signifie pas seulement que les personnes ne peuvent plus acquérir des terres, c'est que des personnes perdent leurs terres. Dans certains cas, certaines familles risquent d'être chassées de leurs terres. Et c'est une tendance en Europe qui est croissante, à savoir une répartition inégale des terres. Et il y a quelques années, une étude a été faite par des collègues et ce sur les inéquités en termes d'accès à la terre. Et on arrive en fait en Europe à des niveaux qu'on imaginerait dans d'autres régions du monde, telles le Brésil, la Colombie ou les Philippines. À cause de leur passé colonial, ces pays-là ont ces structures. Mais si l'on regarde les vrais chiffres en Europe, en fait, ce n'est pas si différent que cela. Alors, la deuxième partie de la question que vous posiez avait trait aux droits des paysans et des personnes qui travaillent dans les zones rurales. De quelle manière est-ce que cela peut être un outil? Comment est-ce que cette déclaration peut être un outil pour préserver les droits? Alors, je rappelle que c'est une déclaration qui a été adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU il y a un peu plus de 2 ans, en septembre 2018. C'est une déclaration importante pour plusieurs raisons. Lorsqu'on parle de terre, il y a notamment l'article 17 de cette déclaration qui reconnaît explicitement le droit à la terre des personnes vivant en milieu rural. La déclaration évoque l'accès, l'utilisation durable, et évoque les moyens de subsistance, un endroit où vivre en sécurité, évoque le fait de vivre dignement et évoque les caractéristiques culturelles d'une terre. Et cette déclaration, bien sûr, ne suffit pas. Et il est important de dire qu'il s'agit d'une déclaration. Ce n'est pas un traité contraignant. Ce n'est pas un outil du droit contraignant. Donc, c'est quelque chose qui agit de manière indirecte. Les pays ne sont bien sûr pas obligés d'appliquer les préceptes de cette déclaration. Pour ce qui est de l'Europe, il convient de dire que quasiment tous les pays de l'Union européenne se sont abstenus. Ils n'ont pas donc voté en faveur de cette déclaration. Le Portugal, la Serbie et un autre pays européen qui n'est pas dans l'Union européenne, la Suisse, font exception. Ces 3 pays-là ont voté en faveur, mais la Hongrie, la Suède, le Royaume-Uni ont voté contre. Donc, cette déclaration n'est pas facile à utiliser à l'échelon européen. Ceci dit, je pense que... Bon, alors je dis que cette déclaration ne s'applique pas directement, qu'on ne peut pas l'utiliser directement. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas pertinente pour le contexte européen, en revanche. Et des organisations, des réseaux ont travaillé avec les États européens et l'Union européenne pour rendre cette déclaration vraiment pertinente, et pour l'Europe.
Et c'est la première fois qu'on reconnaît explicitement le droit à la terre, toutefois. C'est la première fois qu'on a quelque chose qui nous renforce et qui demande, qui appelle des réformes. Cette déclaration aussi remet en question cette vision croissante de la terre comme un bien. Et la déclaration évoque aussi les principes de contrôle démocratique par les communautés de la répartition des terres. Mais disons que ce n'est pas un outil juridique, c'est plutôt quelque chose qui édifie un élan politique. C'est à ce niveau-là que la déclaration peut vraiment avoir son utilité. Merci beaucoup, Philippe. Et c'est très éclairant de voir de quelle manière une telle déclaration peut être une première étape, quelque chose que l'on peut tenir entre nos mains pour édifier un élan, un pouvoir politique, comme vous dites. J'aimerais maintenant donner la parole à Mikhailo. Vous avez étudié les réformes agraires en Ukraine. Vous avez aussi participé à l'initiative Land Matrix. Pouvez-vous nous parler de ce qui se passe en Ukraine et de la matrice? Bonjour à tous. Merci pour cette invitation. J'ai eu une mauvaise expérience avec la financiarisation des terrains. Mon organisation EcoEdge Fields est une organisation d'expertise qui travaille aussi sur le changement climatique, la transition des zones, enfin de travail sur l'environnement, sur différents thèmes. Et nous travaillons avec des communautés en zone rurale. Nous les aidons, nous sommes consultants aussi. Et pour essayer d'avoir un impact, notamment dans le centre de l'Ukraine. Et nous essayons de les aider. D'abord en ce qui concerne la législation et ensuite l'étape suivante, c'était une campagne nationale au niveau des politiques d'agriculture pour qu'ils puissent mieux contrôler, pour qu'il y ait un meilleur contrôle sur les compagnies agricoles. Il y a effectivement le thème des sols est très important. Et en 2017, nous avons commencé à surveiller l'achat de terrain en Ukraine. Et pour nous, c'est un instrument de surveillance, de suivi. Alors, si on peut ouvrir mon diaporama, la première diapositive, s'il vous plaît. Voilà. Nous sommes en train de rassembler des informations sur l'achat des terres en Ukraine grâce à Land Matrix. Vous voyez qu'il y a eu 280 achats de plus de 200. Et à gauche, vous voyez les superficies, les surfaces. Et voici le top 5 des propriétaires de terres en Ukraine, Land Farming, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que ces propriétaires des holdings, ce ne sont pas des propriétés privées, mais
ce sont des structures spécifiques à l'Ukraine. Et en fait, c'est un leasing de terrain. Et depuis juillet, en fait, à partir de juillet prochain, il sera possible d'acheter des terrains. Alors que jusqu'à maintenant, c'était de la location. Et en 2024, il sera possible, des entités légales pourront acheter des terrains. En fait, jusqu'à maintenant, ils n'étaient pas intéressés par l'achat parce que c'était intéressant. La location offrait des conditions intéressantes. Et là, dans ce top 5, vous pouvez voir NCH Capital des États-Unis. Ce n'est pas une compagnie agricole. En ce qui concerne Others, qui n'est pas non plus une compagnie agricole. C'est une compagnie de commerce et qui a débarqué dans le marché de l'agriculture. Donc, ça, c'est juste un top 5, mais il y a des centaines de compagnies qui n'avaient rien à voir avec l'agriculture qui ont commencé à acquérir. Nous nous attendons dans mon organisation AgroAction à une transformation, une transition dans le développement de l'agriculture. Une transition des exploitations agricoles et nous nous attendons à ce qu'il y ait plus d'exploitations familiales, communautaires, ce qui serait beaucoup mieux. Sur cette carte, vous pouvez voir les pays des investisseurs étrangers en Ukraine. Par exemple, Chypre. Je pense que vous savez que Chypre est un paradis fiscal. Et c'est très commun que les citoyens ukrainiens enregistrent leur compagnie, leur société à Chypre. Et comme ça, ils évadent les taxes. Alors que les petites exploitations ne sont pas en mesure de faire cela. Bien sûr, ce n'est pas une situation idéale, mais nous voyons maintenant que c'est peut-être mieux que d'autres situations. Si je compare avec la France, Safar, quand on a parlé du contrôle de l'achat de terre, alors qu'en Ukraine, ça n'existe pas. Et comment EcoAction est impliqué en Ukraine? En fait, nous faisons des suggestions, des observations en ce qui concerne les législations pour qu'elles soient prises en compte par le Parlement en Ukraine. Nous n'avons pas un organe très fort qui représente les agriculteurs
ni de mouvements puissants. Il y a des organisations paysannes. Les agriculteurs dépendent de ces exploitations agricoles et travaillent ensemble. Nous sommes vraiment une petite organisation dans la mesure où, je veux dire, trop petit pour qu'on puisse résoudre tous ces problèmes. Et donc, votre perspective, votre point de vue en tant qu'Européen serait très apprécié. Et votre expérience nous aide aussi à conscientiser nos concitoyens. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, allez-y. J'ai terminé ma présentation. Merci beaucoup. Je me demandais, je regardais le site web de... Je me demandais comment est-ce que vous collectez les données à partir de open data, de sources d'open data, de sources gouvernementales qui nous donnent la permission d'utiliser ces données. Les grosses compagnies arrivent en Ukraine. En fait, ça fonctionne comme ça. Ils recherchent une exploitation familiale qui a du succès. Ils demandent la permission au gouvernement et ensuite, ils l'acquièrent. D'autres sources peuvent être, par exemple, des données scientifiques, des publications de la presse ou bien des publications de sociétés publiques, par exemple, qui font des rapports annuels. L'année dernière, nous avons envoyé nos suggestions au sujet du rapport qu'ils avaient publié. Nous avons fait part d'observations. Et aussi, ce qui est important, d'autres sources importantes sont des sources sur le terrain, directement des habitants, des paysans. Nous collectons directement l'information au sujet de l'exploitation du terrain. Donc, ça, c'est directement du public. Donc, voilà, en résumé. And if you see any contradictions. Si vous voyez des contradictions, des erreurs dans ces données, n'hésitez pas à me dire. Et n'hésitez pas sinon à nous écrire. Nous sommes ouverts à vos commentaires, à vos propositions. Unfortunately, it's not ideal for now. Because a lot of information. Et c'est vrai que le processus de collecte de données n'est pas idéal. Si on compare avec la Roumanie, par exemple, c'est encore plus difficile de collecter des informations, des données au sujet des exploitations agricoles ou l'acquisition des exploitations agricoles par des compagnies étrangères. Donc, voilà. Une autre chose importante, c'est l'importance de la transparence
pour qu'on puisse accéder à l'information. Donc, c'est justifié, bien sûr. Donc, je pense qu'il reste un peu de temps. Robert, could you just give maybe our audience a quick explanation of what Robert, pourriez-vous nous dire ce que fait la SAFER, car elle a été évoquée, pour ceux d'entre nous qui ne connaissent pas? En France, la SAFER est une institution pour contrôler le marché des terres. Elles ont été créées en 1960 et à partir de 1960, tous les projets de vente de terres doivent être notifiés, adressés au notaire pour que la SAFER l'observe, autorise ou refuse les transactions. Et si la SAFER peut refuser la transaction et acquérir à la place de l'acquéreur initialement prévu. Et les SAFER existent toujours, donc elles peuvent intervenir sur le marché des terres. Par contre, elles ne peuvent pas intervenir sur le marché des parts sociales. D'où on a un outil qui est devenu obsolète. Thank you very much, Robert. And merci beaucoup, Robert. Oui, alors vous aviez parlé de différents outils, on parlait de différents outils et vous nous dites que celui-ci n'est pas non plus assez efficace pour garantir les droits à la terre. Philippe, pouvez-vous nous donner des idées d'outils qui peuvent être utilisés par les militants, par ceux qui font la défense de la terre? Oui, merci. Alors effectivement, je crois que c'est la question qui est prégnante en ce moment. Comme l'a dit Robert, la SAFER a des aspects très positifs, mais la SAFER est impuissante lorsque des actionnaires achètent des parts sociales. Et c'est un des mécanismes créés par la financiarisation des ventes foncières. L'Allemagne, par exemple, n'a pas d'institution telle la SAFER, mais il y a quelques années, il y a eu un cas semblable où une législation nationale a fait que lorsque une grosse compagnie de l'agroalimentaire a fait faillite, une grande partie de ces terres n'a pu être vendue aux actionnaires. Mais des fonds financiers, des assurances n'ont pas acheté la terre, mais acheté les parts sociales. Et j'ai participé à des discussions avec des législateurs, par exemple, à l'Union européenne, qui disent qu'ils n'ont pas les moyens, tout simplement. Il faut vraiment mettre à jour, actualiser ces instruments. Et je crois qu'il nous faudrait une palette de différents instruments. Il y a des propositions qui sont faites, par exemple, pour certaines régions d'Espagne. Il y a des propositions de banques foncières, de banques de terre. Aussi des propositions d'actions fortes sur le marché foncier, c'est-à-dire sortir des terres de la spéculation. Cette discussion est intéressante parce que tout cela a lieu dans les zones rurales, mais aussi dans les zones urbaines. Et des demandes assez radicales ont été formulées par des groupes d'habitants. À Berlin, par exemple,
la capitale allemande, les prix de l'immobilier montent en flèche et les gens n'ont plus les moyens de payer leur loyer. Et on s'est demandé si, à un moment donné, il ne faudrait pas que les autorités des États limitent le nombre d'unités ou de parcelles qui peuvent être détenues par des grands groupes. Et on en est arrivé à un stade où on se dit, bon, on parle tout le temps des marchés, mais il y a des problématiques qui ne peuvent être solutionnées par les marchés. Quand il y a une grande concentration, il faudrait peut-être des mécanismes de redistribution. Il ne s'agit pas seulement de créer des garde-fous, il faut des politiques vraiment actives qui changent la donne. Et je crois que les débats autour de cela ont lieu maintenant. Bon, pour l'instant, on n'a pas de modèle idéal, mais il y a des instruments comme la SAFER, une institution assez ancienne, mais il y a peut-être des demandes plus radicales. Si la terre et l'immobilier ont une valeur économique tellement importante et un rôle important à jouer, alors comment les régir, les gérer sans les abandonner aux mains du marché sans aucune réglementation? Merci beaucoup, Philippe. Alors, nous avons quelques questions de la part des participants. Alors, nous allons manquer de temps, mais Sam, peut-être pouvez-vous nous dire quelles sont ces questions du public? Merci. Merci pour cette discussion palpitante, mais aussi assez troublante, inquiétante. Alors, je crois qu'il y a le temps pour 2 questions. Une première question à tous les intervenants. Alors, cette séance a été vraiment sur les problèmes et on se demande ce qui pourrait être fait. C'est cela pour continuer sur ce que disait Philippe. Et ensuite, qu'est-ce qui pourrait être entrepris à l'échelle de l'UE pour éviter la concentration des terres? Voilà, donc quelques questions. Mikhailo, what do you think? Mikhailo, qu'en pensez-vous? Que pouvez-vous imaginer comme action à l'Union européenne? Oui, en fait, la question s'adressait à vous tous. Bon, je ne peux rien dire sur l'Union européenne parce que en Ukraine, on s'adapte et souvent on adopte les expériences européennes en pensant que c'est ce qu'il y a de mieux à faire en termes de réglementation du foncier. On s'inspire par exemple des exemples français ou allemands. Mais je n'ai pas de recommandation à l'intention de l'Union européenne. On a plutôt tendance à prendre ce qu'ils font. Alors, pourriez-vous peut-être nous dire de quelle manière ces grands groupes peuvent acquérir de si nombreuses parcelles? Oui, c'est typique de l'Ukraine. Ces dernières années, ces agro-holdings acquéraient
grande surface de terre en fusionnant avec d'autres grands groupes. Et c'est très récent. 2017, par exemple, une grosse holding a acheté une autre holding avec des investissements russes en Ukraine, donc, et c'était quasiment 200 000 hectares sur le territoire ukrainien. Et ce sont quasiment 40 entreprises qui participent à ce groupe. En l'an 2000, il y a eu un accord avec de petits exploitants. Donc, enfin, disons qu'on passe d'un accord avec un petit exploitant de location et puis donc un bail et puis on passe à des acquisitions de plus en plus importantes. Vous pouvez imaginer que la taille moyenne d'une exploitation en Ukraine est de 4 hectares et il y a 30 millions d'hectares arables en Ukraine et il y a donc des millions de baux ce sont des baux à très long terme et donc petit à petit on passe de baux à des achats comme le disait Philippe. Alors, j'aimerais répondre, si je le puis, à une question qui a été posée par Annette. On parle d'empêcher les ventes, la possibilité d'empêcher les ventes. Alors, c'est lié à ce que je disais précédemment, à savoir que il y a une réforme agraire qui aura lieu en juillet 2021 et après quoi l'occupant d'une terre aura la possibilité d'empêcher une vente. And then you cannot sell this land, unfortunately. Or en fait, c'est-à-dire que les grands groupes pourront s'opposer à des ventes à des personnes physiques. Bon, c'est un peu complexe, peut-être. En tout cas, un grand groupe pourra s'opposer, ou plutôt l'occupant pourra s'opposer. Enfin, il y aura un mécanisme. Bon, nous avons un peu de temps pour une question supplémentaire. Sally demande à n'importe quel des intervenants s'il y a des campagnes qui pourraient exposer les fonds de pension, par exemple, qui s'adonnent à ce genre d'achat. Pourrions-nous donc signaler au grand public ces cas d'abus? Robert, allez-y. Oui, je voudrais dire qu'on n'est pas démunis pour contrecarrer la financiarisation de l'agriculture. On peut, en France comme en Europe, on pourrait connaître déjà les propriétaires des exploitations, connaître les bénéficiaires finaux des sociétés d'exploitation agricole. L'Union européenne a mis en place a demandé aux États membres de connaître les bénéficiaires finaux de toutes les sociétés pour lutter contre le blanchiment d'argent et pour lutter contre le terrorisme. Donc, il est tout à fait envisageable pour répartir au mieux et dans l'intérêt de la collectivité, pour répartir les terres et pour favoriser les exploitations familiales, on peut très bien mettre en place un système pour déjà connaître les propriétaires des sociétés
d'exploitation agricole. Robert, I'm sorry, I'm going to have to just jump in and interrupt you. We're coming right up. Excusez-moi, je dois vous interrompre parce que, en fait, nous avons déjà dépassé notre temps. Merci beaucoup, mais nous devons boucler maintenant. Bon, Nathalie, toutes mes excuses, Robert, de vous avoir interrompu. Je dois rendre la parole à Nathalie. Oui, merci. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de notre séance. J'aimerais remercier Philippe, Mihailo et Robert ainsi que les interprètes de nous avoir aidés. Et c'est effectivement un débat à suivre, à continuer. Et j'espère que Urgency organisera d'autres conversations sur le sujet. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Thank you very much. Merci.